Alors dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment digitaliser un TGV duplex de chez Meano, modèle HO. La vidéo sera la plus courte possible pour vous expliquer grossièrement qu'est-ce que c'est le digital et l'analogique et comment passer d'un TGV qu'on achète en magasin à un truc presque d'expert que l'on peut utiliser sur tous les circuits digitales qui sont en HO pour le modèle que vous avez choisi tout simplement. Alors, on va tout de suite regarder ce modèle-là. Moi, perso, c'est d'ailleurs l'objet de la vidéo, c'est le TGV Duplex 235 qui est fabriqué par Meano et qui a été aussi fabriqué par Jouef. Moi, dans mon cas, j'ai pris celui de Meano. C'est un modèle de base qu'on peut trouver en magasin à une petite cinquantaine d'euros. Et les kits que l'on peut trouver à côté à peu près entre entre 30 et 50 euros la voiture pour un train complet de environ 200 euros pour une rame complète. Je vais vous montrer tout d'abord les différents modèles qui peuvent exister de ce TGV. Le TGV classique, donc c'est bien sûr celui-ci que l'on achète dans les boutiques de jouets. Et après, donc il y a les versions qui sont expertes, on va dire, et la finition du coup n'est pas la même. Voilà, peu importe, du moment que vous avez un TGV qui a une configuration classique, c'est-à-dire il faut changer la tension du rail sur deux rails, hein, par contre. Il faut changer la tension du rail, donc un modèle analogique, pour pouvoir faire avancer ou reculer plus ou moins vite la machine. Donc ça, c'est le modèle qu'il faut pour pouvoir digitaliser, comme je vais vous le montrer. Alors, on va utiliser pour ça différents équipements que l'on va placer à l'intérieur. Et pour suivre tout le déroulement et comprendre comment tout cela, en fait, on va pouvoir le faire petit à petit, je vous ai fait ceci. Alors, lorsqu'on se balade un peu à l'intérieur de, de la motrice, en fait, une fois que vous l'avez ouvert, vous allez vous retrouver avec la barre qui est au-dessus, celle-ci. Donc vous avez la carcasse en fait qui est le rectangle noir extérieur qui est simplement celui-ci. Et vous avez bougie avant, bougie arrière, celui-ci. Et vous allez voir qu'il y a une connexion fil rouge, fil bleu qui sont ensemble, qui lient les deux bougies et qui en même temps sont reliés au moteur. Puisqu'on va simplement euh, en fait récupérer la tension qui est variée du, des deux rails et on va faire venir se connecter entre eux pour alimenter le moteur directement. Et d'ailleurs, si on regarde un peu sur différentes photos que l'on peut trouver sur Google Images, c'est exactement ce qu'elle a précisément. Donc vous voyez bien, je vais mettre en grand. Voilà, donc là vous voyez bien le fil rouge et le fil bleu qui ressortent du bougie. Alors celui-là c'est peut-être le bougie arrière et qui viennent alimenter directement le moteur et ces deux-là viennent du bougie avant. Et on a bien la liaison mécanique au milieu pour faire tourner les roues. Quelquefois, mais pas toujours, vous avez ceci, ça c'est un condensateur. Voilà, c'est un condensateur. Si vous voulez passer sur un modèle digital, il faudra forcément l'enlever. Mais bon, dans certains cas, vous n'avez pas forcément l'avoir. Donc on va continuer. Donc vous allez, dans un premier temps, déconnecter ces câbles. Donc vous allez avoir d'un côté les câbles du bougie avant, arrière et les câbles du moteur. Vous allez acheter une platine qui est un circuit électronique sans composants dessus, vous allez venir adapter sur la caisse. Petit imprévu auquel vous allez un peu rencontrer, c'est que toutes les parties plastiques qui sont moulées lorsque le modèle est créé, il y a des petites cales plastiques qui sont faites à l'intérieur de façon à éviter à ce que la coque plastique rigide se balade au-dessus de la caisse métallique. Il va falloir adapter en fait la platine qui coûte à peu près une petite dizaine d'euros, les max 15. Vous allez devoir adapter en fait l'intérieur, donc du coup vous allez être susceptible de casser quelques éléments à l'intérieur, donc de les plier et d'en retirer certains pour que
tous s'encastrent parfaitement bien. Je vous conseille après de ne rien coller, ça c'est vraiment important, vous ne collez absolument rien à la glu, ni à aucune colle pour l'instant. Vous allez utiliser de la pâte à fixe qui est un peu, on va dire, un peu à l'arrache, mais ça fonctionne très très bien. Donc au-dessus du moteur, comme vous avez de la place, vous allez mettre un peu de pâte à fixe, vous allez coller la platine par-dessus et vous allez relier les éléments, c'est ce qu'on voit ici. Donc vous allez relier ici par les points que l'on a juste ici. Donc en fait vous allez relier à l'avant de la platine votre bougie, votre câble rouge et bleu à l'avant de la platine et à l'arrière, bougie arrière, le rouge et le bleu à l'arrière de la platine. Toujours en respectant les mêmes ordres. Si j'ai la platine devant moi qui est comme ceci, je vais avoir rouge, bleu du haut en bas. Et bien, il faut respecter le même ordre de l'autre côté puisque les câbles que je vais connecter en haut sont exactement dans la platine, sont les mêmes. Donc si je fais une inversion, si je fais rouge ici et bleu ici, il va y avoir une inversion, vous allez poser votre motrice sur le rail et court-circuit instantané. Donc il faut bien respecter l'ordre. Ça c'est la première chose. Vous allez donc souder les éléments, donc les fils de chaque côté sur la platine et même chose sur le moteur. Donc là il n'y a pas forcément d'ordre. Ça c'est à vous de voir. Vous allez mettre dans un sens. Quand vous allez lui dire sur votre télécommande va tout droit et qu'il recule, vous l'arrêtez, vous le rouvrez et vous inversez la polarité du moteur. Ça il n'y a aucun souci là-dessus. Et bien sûr, pour pouvoir contrôler ces éléments, puisque la platine c'est simplement pour adapter en fait les connexions du contrôleur à l'ensemble de tous les éléments qui sont dans la caisse. Donc il peut aussi y avoir un haut-parleur pour avoir du son de la motrice au démarrage, au freinage, à l'accélération, enfin, etc. Enfin, on peut avoir plein de choses pour le réalisme. Et il va bien sûr y avoir un contrôleur qui va gérer tout ça. C'est le circuit qui va tout contrôler. Et donc ce contrôleur, moi j'utilise celui-ci, c'est un Plux22 de SU qui fonctionne très bien. Et ce modèle-là, on peut le trouver sur certains sites à une petite trentaine d'euros. Donc comptez ouais, bien 30-35 euros pour la livraison en fonction des sites. Et vous pouvez aussi d'ailleurs acheter différentes platines. Alors là, je ne sais pas si on va en voir. Non, là, j'en vois pas. Une platine, c'est facile à reconnaître. En fait, c'est une barre, un circuit qui est assez long, sur lequel en fait on va venir souder différents éléments. Euh, donc là, par exemple, une platine. Alors là, par exemple, ici on a une platine. Donc on voit à l'avant, on va souder différents éléments, à l'arrière aussi. Et là, vous avez la connexion sur laquelle vous allez faire venir connecter votre Plux. C'est exactement la même connexion que là. D'ailleurs, on le voit, le brochage ici qui va se venir s'enclipser là-dedans. Et après, il y a plein de platines différentes pour... certains sont adaptés à des modèles. Par exemple, il peut y exister pour un TGV duplex une platine faite spécialement pour le TGV duplex. Bon, je ne l'ai pas trouvé, donc moi j'ai pris une standard et donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'adapte l'intérieur de la coque plastique. Mais par exemple, on voit ici que ça rentre parfaitement parce que c'est tout à fait adapté à la motrice. Et donc on retrouve bien à l'intérieur la connexion pour venir mettre le contrôleur. C'est pas forcément Plux, hein, il y en a différents. Voilà, mais comme il y a plein de platines différentes. Deuxième chose, une fois que vous avez fait la partie hardware, il faut faire la partie software. Et donc en fait là, vous avez plusieurs possibilités. En sortie, sur le Plux, vous n'avez pas la possibilité de contrôler avec un Plux22 en plus que le moteur. Vous avez 8 sorties digitales, donc tout ou rien. Cette fois-là, c'est pas le même terme que le terme digital du ferroviaire en modélisme. Là, en fait, vous allez avoir une sortie positive ou négative et que vous avez la possibilité de contrôler avec les fonctions que vous avez sur votre télécommande. Ces sorties, vous allez pouvoir les utiliser comme vous voulez. Hein. Vous pouvez appuyer, voilà, vous dites quand j'appuie sur fonction 1, tu vas m'activer toutes les sorties ou juste la 1 et pas la 3 et la 4 et la 5 et pas la 6, admettons. Euh, voilà, donc vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. En général, ce que les gens font, c'est sur la 1, ils mettent avant, sur la 2, arrière.
Donc c'est blanc avant, blanc arrière. 3 et 4 c'est rouge avant et blanc arrière. Et rouge arrière, pardon. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour après contrôler des LED, des ampoules, des petits halogènes, enfin voilà, l'intérieur des voitures, ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que en fait, dans le modèle de base du DGV Duplex, qu'il soit habillé ou non, que vous ayez acheté des modules en plus ou non, les voitures ne sont pas éclairées. Ni les voitures voyageurs première ou seconde classe, ni le wagon-bar. Du coup, moi, je me suis dit, je vais me lancer un petit défi. Je vais déjà digitaliser la RAM, ça c'est bon, c'est fait, et contrôler tout l'éclairage interne de toute la RAM. Donc c'est l'éclairage avant, arrière, blanc et rouge pour avant et le feu stop, on va dire arrière. En position de manœuvre et d'arrêt, donc c'est les blancs de chaque côté, les rouges de chaque côté. Éclairage cabine et projo de chaque cabine. En plus de l'éclairage de chaque wagon. Et pour ça, en fait, j'ai voulu me diriger vers une solution qui est utilisée en général par beaucoup on va dire de pros et d'amateurs du modélisme. C'est des rubans de LED. Donc des rubans, il y en a de plein de sortes différentes, de tensions différentes, mais il y a toujours la capacité en fait soit d'éclairer simplement le wagon par un blanc, par exemple ici un ruban blanc, et donc là vous pouvez simplement utiliser une sortie, et quand vous lui dites voilà, quand j'appuie sur fonction 1 tu vas m'activer la sortie 3, ce qui va derrière m'éclairer toute la RAM. Voilà, vous pouvez faire un peu plus compliqué, enfin c'est d'autres utilisations, comme moi d'ailleurs j'ai fait, c'est j'ai pris un ruban que l'on colore. Et donc en fait on va choisir la couleur de chaque LED avec sa puissance de chaque couleur. En fait, on va pouvoir gérer le rouge, le vert et le bleu de chaque LED, ainsi que la puissance de chaque couleur. Donc, on va pouvoir faire toutes les couleurs possibles et toutes les températures, presque toutes les températures possibles, de façon en fait à recréer la couleur et la couleur, la température et la puissance réelle de chaque voiture, étage supérieur comme inférieur. Et donc moi c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc du coup problème c'est que ces LED là en fait il faut les contrôler. Pour les contrôler il faut leur envoyer des informations qui vont circuler tout le long du ruban. Ça veut dire que dans la voiture motrice, là où il y a le flux, il faut faire sortir une information qui est une communication qui va aller dire au ruban de LED qui va être dans toute la RAM, il me faut le blanc à l'avant, le rouge à l'arrière parce qu'on est dans le sens avant, et il faut aussi éclairer toutes les voitures à une certaine couleur. Et ça, le Plux n'est pas capable de le faire. Ce qui est le plus compact et facile à faire, c'est d'utiliser un Arduino. Un Arduino qui est beaucoup utilisé dans le mode de l'électronique. Et moi, celui que j'ai utilisé, c'est le Nano. Alors, c'est pas le plus petit, c'est un qui est très couramment utilisé. Et en fait, c'est un petit microcontrôleur. Enfin, c'est un microcontrôleur. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que l'on va utiliser donc des broches qui rentrent des informations, qui sortent des informations. On va pouvoir analyser des tensions et faire plein de calculs et faire tourner un programme interne. Et c'est ça qui est très intéressant. Chose que l'on va faire ici quand on va regarder un peu ceci. Donc, l'idée c'était quoi? C'était de récupérer les informations du Plux. Par exemple, moi quand je disais fonction 1, derrière ça m'éclairait la RAM. On va partir là-dessus. Ça veut dire qu'il va falloir récupérer des informations du Plux qui vont envoyer à l'Arduino des informations. Problème numéro 1, comment on fait? Problème numéro 2, est-ce que c'est compatible? Pour répondre à la première problématique, il y a la possibilité de se dire, comme j'ai des sorties, on va prendre l'auxiliaire 1, je vais directement envoyer une information dans l'Arduino en lui disant, eh ben, quand la sortie 1 est activée, dedans ça va rentrer dans l'une des broches qui est analogue read 0.
Et dedans, après le programme, il va dire, bon bah voilà, dès que j'ai une tension sur la branche AR0, un algorithme 0, derrière, tu vas m'allumer toutes les LED qui sont dans la RAM, en blanc. Jusqu'à là, rien de compliqué. Problème numéro 2, est-ce que c'est compatible? Eh bien, c'est ça la plus grosse problématique, c'est que ce n'est pas du tout compatible. Pourquoi? Vous avez une tension qui sort au niveau du flux, alors qui est contrôlable, certes, de entre 0 et 20 volts, puisque c'est la tension qui va rentrer par le rail. Et là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous baissez la tension de sortie et vous la mettez directement dans l'Arduino, au risque de cramer l'Arduino parce que lui, au maximum, c'est 5 volts et pas plus. Parce que vous avez toujours des parasites qu'il y a quand vous regardez, par exemple, sur un oscilloscope ou quelque chose comme ça. Vous avez en fait en sortie, par exemple, si on est à 0 et que je lui dis à la fonction 1 pour activer l'auxiliaire 1, ça va pas faire une ligne. La sortie va pas être constante. En fait, ça va être plein de perturbations qu'il va y avoir en plus ou moins la tension que vous avez dit. Donc, si vous avez dit en auxiliaire 1, tu me sors 5 volts pour l'Arduino, oui, ça fonctionne. Mais en fait, vous allez avoir 5 volts, hop, 10, hop, 10, 2, 10, 12, 12, 0, 1, 10, 12. En fait, c'est vraiment perturbé. Donc, soit vous utilisez une interface qui va faire la communication entre les deux, en fait. Donc, soit vous utilisez un pont diviseur de tension de façon à réduire la tension et qui va être le plus constant possible. Voilà, vous pouvez utiliser aussi un, un optocoupleur. Alors, l'optocoupleur, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est une boîte. On lui envoie un signal. Il dit, ah, il y a un signal. Je vais lui dire, je vais prévenir le voisin qu'il y a un signal. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire le voisin? Le voisin, il va faire sortir de l'autre côté un autre signal. Mais les deux sont vraiment séparés. Donc, d'un côté, c'est un cas réel, je peux faire rentrer 1000 volts. Le voisin, ce petit gars là dans sa maison, il va dire à son voisin, bon, bah, j'ai 1000 volts qui arrivent. Et ben en sortie, il va en faire sortir 5. 5 ou 1000 ou... Enfin, non, pas 1000 parce qu'il faut que ça soit moins grand. Mais par exemple 50 ou 25, peu importe. Tous les optocoupleurs sont capables de faire ça. Alors pas avec les mêmes valeurs, mais sont capables de faire ça. Ça veut dire que d'un côté, le plus, enfin plutôt dans ce sens-là, vous avez le plus qui est ici, qui va envoyer l'information à l'optocoupleur, qui va lui dire, vas-y, auxiliaire 1, il y a une tension, donc derrière, tu peux aller avertir l'Arduino. Et de l'autre côté, là, ça va sortir vers l'Arduino, ça va lui dire, ah, c'est bon, tu peux y aller. Ça, en fait, ça permet vraiment d'avoir une séparation, et c'est le rôle d'une interface. C'est de transmettre l'information, mais sans qu'il y ait de contact direct. Et c'est exactement moi en fait sur quoi j'ai joué. C'est que derrière en fait je voulais pas faire circuler une information, je voulais en faire circuler plusieurs. Et donc ce que j'ai fait c'est j'ai pris 4 sorties du Plux, donc c'est les auxiliaires qu'on a là, 2, 3, 4, qui forment 4 bits, donc c'est 4 sorties, une, donc là c'est 0, 1, 2, 3. Donc forcément on peut aller jusqu'à 8 puisqu'il y a 8 sorties. On passe à travers l'interface et ça va arriver dans l'Arduino. Et donc là, en fait, sur 4 on va avoir 4 informations différentes. On va pouvoir créer un code binaire. Alors, vous dites pas, oh là là, de quoi il me parle, c'est très très simple. Et en fait, code binaire, c'est quoi? C'est que sur 4 sorties, je vais pouvoir piloter 16 informations différentes. En les allumant les uns après les autres, il y a 16 combinaisons différentes. Enfin 15 avec le fait qu'il n'y ait rien qui soit allumé. Donc on peut faire la 1, la 2, la 1 et la 2 en même temps, la 3 et la 1, la 3 et la 2, la 3, la 2 et la 1. Enfin voilà, il y a vraiment 16 possibilités, c'est ça qui est très intéressant. Et donc du coup, après derrière, en fait, ça va être un code. Quand moi je vais lui dire la 1, la 3 et la 4, je vais lui activer ces sorties-là, 1, 3, 4. Donc du coup, bit 0, 2, 3. Et bien derrière, quand il va reconnaître ce code, il va dire, ah, je connais. Derrière, il va falloir faire ces actions. Et ces actions, ça va être marche avant, donc blanc, motrice avant, rouge, motrice arrière.
et éclairage de toute la RAM en blanc. Voilà, donc c'est plein de possibilités. Alors, il y a cette possibilité-là, il y a la possibilité donc marche avant, marche arrière, manœuvre, donc en fait c'est dans des deux, ça peut être dans les deux sens, et arrêt, donc rouge fixe de chaque côté. Le projet avant, arrière, enfin après ça dépend du sens de marche. Euh, et après donc on a toutes ces possibilités-là, la RAM éteinte et la RAM allumée. Donc ça commence à faire pas mal en fait de possibilités et c'est pour ça que j'ai fait sur 4 bits parce que sur 16 possibilités c'est largement jouable. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai voulu faire. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller aussi loin que ça, vous pouvez faire plus simple, utiliser simplement une bande LED blanche que vous mettez et que vous contrôlez après pareil de la même façon. Mais là du coup vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir tous ces éléments là, tout ça vous n'allez pas l'avoir. Voilà, vous pouvez simplement faire ça. Voilà. Donc vous allez simplement lui dire voilà, Plux 1, j'appuie sur mon fonction 1. Derrière, ça va activer. Donc là, l'interface, ça va être mon bandeau de LED direct. Et c'est bon, hop, c'est fini. Maintenant, après, si vous voulez aller plus loin comme moi et développer un truc que vous pouvez vraiment entièrement contrôler, puisque c'est un projet, hein, c'est vraiment un truc un peu fou. Et puis même s'il y a plus simple, tant pis, c'est pas grave. Autant faire un truc vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc c'était vraiment le but de la vidéo, c'était de vous montrer voilà, toutes les étapes. Ça reste simple. Si on doit parler un peu de prix, de temps à consacrer, moi je vous dirais simplement pour faire ces étapes-là, là, vraiment que pour digitaliser sans vraiment aller plus loin, vous comptez une petite cinquantaine d'euros en plus de ce que vous avez investi. Euh, et allez, on va dire franchement à tout casser, si vous devez en plus programmer le Plux, Euh, 1 heure, hein, franchement pas plus, hein. C'est 4 fils à 6 fils à couper, 6 fils à souder, un plus à programmer, ça prend 10 minutes. Si vous savez faire, ça prend 10 minutes. Sinon, bon, je vous conseille d'avoir un peu plus de temps devant vous. Vous mettez le plus, vous posez votre motrice, vous mettez la RAM, 2 secondes et c'est parti quoi. En 1 heure, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et surtout que ça va vous coûter moins cher, parce que si vous prenez directement les motrices qui sont directement faites, vous pouvez en avoir pour plusieurs centaines d'euros. Par exemple, je sais qu'un Thalys ou un duplex ou un postal complet éclairé, enfin sauf pour le postal, mais entièrement éclairé avec le bruitage, c'est un peu plus de 1 000 euros. Voilà. Mais bon, le plaisir n'est pas le même. Certes, ça, même si après derrière ça reste du bricolage, je pourrais vous dire, eh ben, c'est moi qui ai fait l'éclairage, et puis c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Voilà, donc j'espère que je vous ai dit un maximum d'informations. Pour l'alimentation, ça je n'ai pas trop parlé. Pour l'alimentation de tout ça, l'Arduino doit fonctionner sur du 5 volts continu. Quand vous êtes sur un réseau digital, vous avez de l'alternative. Donc vous devez utiliser un pont diode pour vous faire le juste rapidement. Donc ici vous avez un pont diode. Et donc vous voyez un peu le principe. Donc là je vous laisse regarder sans vraiment détailler trop le fonctionnement. Vous pouvez regarder sur internet, en tout cas pour faire simple. Vous avez ici, on va pas prendre celui-là, on va prendre un autre. Euh, Voilà, ici vous avez des vagues, c'est l'arrivée en fait de l'alternatif. Donc vous allez rentrer ici en alternatif, donc vous allez sortir, vous allez prendre les deux rails, vous allez les connecter au niveau des bougies, donc le rouge d'un côté et le bleu de l'autre. Vous allez les connecter sur ces deux bandes là, rouge ici, bleu là. Ici après vous allez avoir du plus et du moins, qui est presque continu. Et après, au niveau de ce plus et de ce moins, vous allez mettre. Voilà, vous allez faire exactement ça. Donc ici, vous avez votre plus, pardon, votre rouge,
de votre rail. Ici, le bleu. Vous allez le connecter en suivant ce schéma. Et en sortie, vous allez mettre ici un condensateur. Alors un condensateur, qu'est-ce que c'est? Un condensateur, ça ressemble à ça. Alors vous allez mettre une petite capacité, vous mettez grand maximum 50 microfarad. Donc ce sont des petits condensateurs que vous trouvez dans tous les appareils électroniques. Et en fait, ça sert simplement, lorsque vous sortez du pont de diode, vous allez avoir un signal qui va ressembler à quelque chose euh, comme ça. Voilà, vous allez avoir un signal comme ça, qu'on dit carré. Et donc quand vous allez sortir après avoir mis un condensateur, vous allez avoir un signal linéaire. Alors je vais mettre. Donc là vous avez votre signal carré, alors pas celui-là, celui-ci, voilà, donc là vous avez bien un signal carré. Et quand vous allez sortir de votre condensateur, vous allez avoir un signal que l'on appelle linéaire ou droit ou pur ou ce qu'on veut en fait. Enfin là je l'ai pas, mais en fait c'est simplement un signal droit. Et donc du coup dessus vous pouvez vraiment utiliser ce signal parce que c'est vraiment un vrai signal en fait. Et ça après donc du coup c'est un signal qui va être droit constant et qui va être en à peu près 24 volts. C'est la tension du rail. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc vous allez passer d'un signal carré comme ceci à un signal droit comme ceci. Et ça, c'est le condensateur qui va jouer la différence. Et le but après, du coup, c'est que vous allez venir mettre dessus un régulateur que l'on appelle. Donc ça peut être un régulateur comme ceci, comme ça peut être un régulateur qui va ressembler à quelque chose comme ça. Le but en fait, c'est qu'en entrée du régulateur, vous allez avoir une tension de 24 volts, la tension du rail, mais qui continue, qui est toute droite. Et en sortie, en fonction du réglage que vous avez fait, vous allez avoir une tension qui va être 5 volts. C'est le 5 volts que l'on veut pour l'Arduino. Et après, vous pouvez en avoir donc du 5 volts ou alors du 12 volts. L'Arduino peut accepter du 12 volts. En fonction après derrière des LED. Si vous avez des LED qui fonctionnent en 5 volts, prenez du 5 volts. Si elles fonctionnent en 12 volts, prenez en 12 volts. Voilà, après c'est tout dépend de l'utilité que vous allez en faire. Voilà, donc j'espère vous avoir fait un super résumé pendant cette petite grande vidéo, sachant que j'ai abordé absolument tous les points pour faire au mieux votre digitalisation de votre RAM. A plus.